vous êtes devenu membre du Conseil constitutionnel, nommé par Claude Bartolone. Et donc on comprend qu'évidemment votre souci de neutralité soit encore presque plus fort aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Et oui, et donc on voit que c'est une carrière qui est très riche déjà, qui nous a permis de faire une petite incursion dans les coulisses un peu méconnues de la République. Mais cette carrière ne s'arrête pas là, puisque effectivement après on arrive au Conseil constitutionnel, qui est un petit peu un changement de un changement d'ambiance, puisque vous passez du tohu-bohu des débats à l'Assemblée nationale, une atmosphère nettement plus feutrée, et notamment au secret des délibérés du Conseil constitutionnel. Est-ce que vous avez été fortement dépaysé en arrivant ? Très fortement dépaysé. Je me souviens très bien des premiers jours que j'ai passés au Conseil, et je me suis même demandé si je n'avais pas un peu m'y ennuyer, parce que en fait, il y a peu de réunions au Conseil. On travaille beaucoup plus seul dans son bureau, avec des dossiers qu'on ne se rencontre. Donc, et puis c'était vraiment un travail, on pourrait presque qualifier de travail de bénédictin. Et pour rester donc dans la comparaison religieuse, j'ai presque eu l'impression de rentrer au monastère. Voilà. Alors après, je me suis... C'est une impression qu'on peut partager, parce que quand on s'est rendu à l'entretien préparatoire, donc on vous a retrouvé dans votre bureau, et alors on a vu tous ces bureaux, les uns à côté des autres, des membres du Conseil. Oui. Tout le monde travaillait très sagement, parce qu'on vous a vu avant une réunion, puis alors de ce point on a vu à 16h tout le monde sortir. C'est ça, oui. Oui. Dictat venant. Exactement, à l'office. C'est tout à fait ça. Oui, non. Alors, effectivement, c'est pas du tout pareil, parce qu'en fait, progressivement, je me suis rendu compte qu'on pouvait éventuellement aller dans les bureaux voisins et parler avec ses collègues, sous réserve qu'ils travaillent eux-mêmes dans leur bureau, parce qu'en fait, on peut tout à fait travailler ailleurs qu'au Conseil, sauf pour les réunions elles-mêmes. Donc, c'est une ambiance qui est très différente. J'ai quand même trouvé assez rapidement un intérêt dans ces fonctions, parce que j'ai trouvé que c'était une chance extraordinaire à l'âge que j'avais déjà atteint de changer de métier. Et c'était vraiment un changement de métier. Changement de métier, c'est pas facile. Est-ce qu'on peut être compétent sur tous les sujets, d'autant qu'au Conseil constitutionnel, tous les sujets vous arrivent, vous changez de métier, vous n'êtes peut-être pas totalement juriste de formation, même si vous l'êtes. Est-ce que vous arrivez à être compétente sur les sujets? Alors, c'était... Pour vous aussi, pour vos pairs. Bien sûr, c'était effectivement mon inquiétude au départ, qui m'a amené d'ailleurs à passer beaucoup de temps dans mon bureau pour effectivement essayer vraiment de regarder à fond tous les dossiers qui nous étaient soumis. Alors oui, c'est difficile. Je dirais que ce n'est pas tant les principes constitutionnels qu'on applique qu'assez rapidement quand même on maîtrise et que je connaissais, je dirais presque avant même de rentrer au Conseil quand même. J'avais quand même lu beaucoup de décisions du Conseil. Mais c'est plutôt le fait que, en particulier avec la QPC, on touche à tous les sujets. Et donc on passe d'une QPC fiscale à une QPC sociale, puis à une QPC sur... Vous avez en QPC, question prioritaire. Oui, question prioritaire de constitutionnaliser. Avant, vous aviez, juste peut-être pour vous situer, avant vous aviez finalement un travail relativement limité avant la réforme de 2008, puisque vous appréciez la conformité à la Constitution des lois qui sont déférées essentiellement par les parlementaires. Et puis on donne en 2008 le pouvoir aux particuliers, avec pas mal de filtres, et d'aller soumettre la question de la conformité d'un texte à la Constitution sans attendre, sans passer par les voies traditionnelles et la voie parlementaire. Donc ce qui quand même accroît le travail, ce qui accroît, et le rend de plus en plus technique. Alors oui, parce que en fait, les questions soulevées sont sur une disposition bien précise. Elles sont en fait donc soulevées non pas par des politiques, mais par des avocats qui en fait donc présentent un mémoire. Alors oui, c'est difficile, mais il faut en fait faire l'effort d'explorer le domaine dans lequel la question de constitutionnalité est soulevée. C'est ça qui finalement peut être
a représenté le plus de travail pour moi au départ, c'est-à-dire voilà, comprendre que la question de l'application du principe d'égalité peut se poser dans le cadre d'une question très technique sur la fiscalité des entreprises et en particulier les différences entre les entreprises selon qu'elles sont ou non fiscalement intégrées. Donc voilà, il y a un investissement à faire. Mais bon, c'est aussi ce qui rend le travail intéressant, c'est que on fait vraiment, on touche à tous les domaines. Et moi j'ai trouvé ça très passionnant. Vous êtes aussi aidé par un service juridique Bien sûr. dont on dénonce parfois l'omnipotence. Oui. On dit finalement c'est le service juridique, le Conseil constitutionnel qui fait tout le travail, le conseiller entérine avec plus ou moins de conscience et de prudence les conclusions du service juridique. Ce sont des mauvaises langues. Oui, je crois vraiment. Le service juridique fait un travail absolument remarquable et qui nous est évidemment indispensable. Nous avons donc avant de statuer sur une question, donc une note qui est fournie par le service juridique qui analyse tous les aspects qui sont nécessaires pour se prononcer, c'est-à-dire l'état du droit bien sûr, les questions soulevées et qui propose des solutions. Alors je crois qu'à une époque, les solutions proposées étaient plutôt univoques, c'est-à-dire que la note du service juridique, voilà, allait dans un sens. Maintenant, ça n'est plus du tout le cas. Bon, il faut quand même dire une chose aussi, c'est que dans 80% des cas, la solution s'impose, que ce soit la validation ou la censure, parce que le problème a déjà été tranché par le Conseil dans une autre décision. Mais pour les 20% restants, ce sont les décisions les plus intéressantes. Lorsqu'il y a plusieurs solutions, le service juridique, en général, présente les différentes solutions. Et je pense que on peut dire que les membres du Conseil font eux-mêmes leur opinion. Il arrive d'ailleurs même que le service juridique ait eu le sentiment que la question devait être tranchée de manière absolument évidente et que le Conseil, le Collège, prenne une décision contraire à ce que suggère le service juridique, qui ne le prend pas en mauvaise part d'ailleurs, c'est juste finalement notre rôle. Alors, sauf erreur de ma part, pour chaque décision, que ce soit une décision QPC ou une décision a priori, qu'on appelle les décisions QPC, il y a un rapporteur qui est nommé parmi les membres, nommé, il me semble, par le président du Conseil constitutionnel, assisté du secrétaire général, peut-être. Oui, tout à fait. Mais donc, il y a un rapporteur qui est chargé, comme son nom l'indique, de faire un rapport et de travailler en priorité sur une décision. Mais malgré tout, les décisions sont rendues de façon collégiale, mais les autres membres sont-ils vraiment experts par conséquent de ce dossier? Comment une décision peut être rendue en collégialité dans ces conditions? Oui, c'est une question effectivement pertinente. En réalité, tous les membres ont la même information. La note du secrétaire général, mais aussi le dossier documentaire. Bien sûr aussi les recours, c'est-à-dire que ce qui démarre un dossier de questions prioritaires de constitutionnalité, de QPC, ce sont donc des mémoires d'avocats qui contestent une disposition de la loi. Il y a une réponse qui est fournie par le secrétaire général du gouvernement, qui défend en général la loi. Et il y a donc aussi, éventuellement parfois, des intervenants, là aussi, c'est-à-dire qui peuvent aller dans le sens soutenir le requérant ou au contraire soutenir la loi. Bien, tout cela, le dossier documentaire et la note du secrétaire général est donné à l'ensemble des membres. Et donc, je crois pouvoir dire que tous les membres prennent connaissance de ce dossier. Alors, ils ont moins de travail que le rapporteur, parce que le travail du rapporteur, c'est de présenter, donc de rédiger un rapport. Mais normalement, nous sommes à égalité d'information et je pense que tous les membres prennent connaissance effectivement de tous les dossiers qui nous sont soumis. Et donc, vraiment, je peux attester que... Concrètement, en délibéré, ça discute. Ah oui. Ça peut parfois discuter très longuement et de manière, non pas animée au sens des débats parlementaires, c'est toujours très courtois, mais de manière vraiment approfondie, oui. Ah oui. Donc, au sein des membres, il y a un rapporteur. Oui. S'agissant du dossier qui est présenté, il y a soit une saisine parlementaire pour les décisions a priori, soit des observations des requérants pour les QPC. Mais en face, la personne qui défend le texte,
c'est en fait le secrétariat général du gouvernement, le SGG, oui, pour les intimes. Et chose finalement un peu curieuse, au niveau de la QPC, le SGG est amené parfois à défendre des textes, donc qui sont l'objet de la QPC, qui ont été adoptés sous une majorité qui est d'une couleur différente. Donc le SGG est amené finalement à défendre un texte auquel il n'a pas directement participé, et même peut-être auquel il ne croit pas forcément. Est-ce que c'est un faux paradoxe? Est-ce que c'est un Alors, je pense que c'est un faux paradoxe parce qu'en fait, le SGG, bien que ce soit secrétaire général du gouvernement, n'est pas une instance partisane. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme les fonctionnaires des assemblées, il met sa compétence, et elle est grande, technique, au service d'un Premier ministre, quel qu'il soit. D'ailleurs, il y a très très peu de changements. Secrétaire général du gouvernement, secrétaire général du gouvernement, on fait une très... Je dis secrétaire général parce qu'actuellement c'est une femme qui est secrétaire générale du gouvernement. Mais bon, les secrétaires généraux du gouvernement restent généralement en fonction très longtemps. Donc c'est tout à fait normal qu'ils aient la mission de défendre la loi, quel que soit le moment où elle a été adoptée. C'est une sorte de légitimisme. La loi est devenue la loi et donc le gouvernement la défend. Alors les seuls cas où il ne la défend pas avec une réelle vigueur, c'est quand il est évident qu'elle est contraire à la Constitution, notamment dans les cas où il y a déjà eu des décisions du Conseil similaires sur des sujets voisins, il est évident qu'elle va être censurée. Je prendrai un exemple vraiment très très simple et rapide. Nous avons progressivement reconnu le droit au silence des personnes qui sont mises en cause dans des procédures pénales. Eh bien, nous avons eu l'occasion, parce que malheureusement c'était à tous les stades de la procédure, les gardes à vue, l'entretien de première comparution, etc., etc. À chaque fois, on a dû examiner QPC portant sur ce stade de la procédure. Bien évident que dès la première décision, nous avons réaffirmé non seulement le droit au silence, mais l'obligation de notifier ce droit au silence. Les cas suivants, c'est inutile de défendre la loi qui était grossièrement contraire à la Constitution. Question, vous allez me dire que je suis obsédé par le lobbying, mais est-ce que le Conseil constitutionnel peut être sujet au lobbying? Alors, il pourrait, en tout cas, un certain nombre d'auteurs l'ont prétendu. Bon, la première chose quand même que je voudrais dire, c'est que le Conseil ne se prononce pas en opportunité, il se prononce exclusivement sur les questions de droit. Bien sûr, si sa décision aboutit à une censure ou à une validation, ça a des conséquences pour les intérêts en cause du fait de la loi. Mais oui, bien sûr, il y avait en tout cas des défenses d'intérêts. Pendant longtemps, on a appelé ça des portes étroites, c'est-à-dire que des parties prenantes envoyaient des textes au Conseil pour soutenir une position. Ça faisait beaucoup, ça suscitait beaucoup de commentaires. Donc nous avons, c'est sous le mandat actuel du président Fabius, que les choses ont progressivement évolué. Dans un premier temps, il a été décidé qu'en annexe de la décision paraîtrait la liste de ces contributions, que d'ailleurs on n'appelle plus des portes étroites, mais des contributions extérieures. Oui, la porte est grande ouverte. Hein. La porte est grande ouverte. Et aujourd'hui, c'est même le contenu de ces contributions extérieures qui est donc publié. Donc voilà, tout ce que le Conseil reçoit devient public. Plus encore que pour le Parlement, je voudrais dire que c'est important aussi que nous recevions des informations, parce que du fait d'une particularité du système français, nous avons des délais extrêmement brefs. Et donc nous ne pouvons pas procéder à des auditions. Les cours constitutionnelles étrangères, parfois, entendent vraiment énormément de parties prenantes avant de prendre leur décision. Nous pas. Donc le point important, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut écrire au Conseil constitutionnel. Absolument, et d'ailleurs beaucoup de gens le font. Oui. Donc bon, si ce sont des tweets, ça n'aura pas beaucoup. Non, alors... envoyer une contribution. Ah, une contribution, oui, nous avons des contributions qui sont d'abord le fait d'institutions. Si c'est une affaire qui concerne la justice, on va avoir des contributions de toutes les organisations syndicales ou professionnelles des avocats, des magistrats. Bon, ça, c'est pas très surprenant. On peut avoir des contributions de professeurs de droit, dans l'intérêt du droit, voire même d'étudiants. Et alors, sur des sujets un peu plus, je dirais, techniques, on peut avoir des entreprises qui recourent parfois d'ailleurs à un professeur de droit pour
rédiger une contribution. Mais ça, si je ne me trompe pas, c'est essentiellement pour le contrôle a priori. Oui, la QPC c'est différent, c'est institutionnalisé. Pour pouvoir intervenir, il faut avoir un intérêt à agir. Mais il y a des intervenants. Je pourrais prendre l'exemple d'une QPC qui conteste certaines des compétences de la CNIL. Je vais prendre quelque chose qui ne s'est pas produit récemment. Dans ces cas-là, la CNIL peut intervenir, donc prendre un avocat qui va venir défendre ses compétences si elle considère que c'est nécessaire. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'exemple de la CNIL, j'aurais pu prendre l'AMF, ça se produit, par exemple, l'autorité de marché financier, voilà. Conseil de la concurrence. Et, alors, vous, on a parlé beaucoup de votre neutralité, donc on imagine bien que ce n'est pas une fois arrivé au Conseil constitutionnel que vous allez faire prévaloir vos opinions politiques sur le droit. Les autres membres, on sait qu'ils ont été soit Premier ministre, soit ministre, donc forcément on se pose la question, est-ce qu'il peut arriver tout simplement que les sensibilités politiques s'expriment au sein du collège ? Alors, je voudrais juste préciser, vous m'aviez demandé, et je vous l'ai dit, que oui, j'avais des opinions politiques et que je votais. Donc finalement, j'ai aussi une sensibilité politique. La seule différence par rapport à ceux de mes collègues qui ont fait une carrière politique, c'est que ma sensibilité politique n'est pas connue. Donc bien sûr, je ne l'exprime pas dans le cadre de mes fonctions, mais je crois pouvoir dire que ceux de mes collègues qui ont eu une carrière politique et dont on connaît les idées politiques, peut-être d'ailleurs a fortiori, sont d'autant plus attentifs à ne pas exprimer leur sensibilité. Et je voudrais ajouter ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que nous ne jugeons pas en opportunité, mais nous jugeons en droit. Donc, il est arrivé assez fréquemment qu'un membre du Conseil, qui avait une carrière politique bien connue, dise « Écoutez, voilà, je ne vois absolument aucun motif d'inconstitutionnalité dans cette loi », ce qui ne veut pas dire que je la trouve bonne, car elle est très mauvaise. Mais vous voyez, c'est deux sujets différents. Bon, je crois pouvoir témoigner, ça n'a que la valeur de mon témoignage, que les débats ne sont pas véritablement affectés par l'appartenance politique antérieure des membres du Conseil. Et pour rester un petit peu dans cette même thématique, il est difficile de ne pas en faire état. On sait que la composition du Conseil constitutionnel est régulièrement critiquée, que ce soit dans des écrits doctrinaux, que ce soit dans les médias. Est-ce que ces différentes critiques vous agacent ? Alors, d'abord, le Conseil constitutionnel est entre autres chargé de veiller au respect de la liberté d'expression. Donc, ça relève évidemment de la liberté d'expression. Je ne suis pas agacé par les critiques qui portent sur les modalités de nomination des membres du Conseil, parce qu'elles n'enlèvent pas de nous. Elles relèvent de la Constitution d'abord, et des autorités de nomination d'autre part. Bon, il n'empêche que c'est en réalité une critique donc, des membres actuels du Conseil. Elle peut être irritante lorsqu'elle est excessive ou infondée. J'ai pu lire ou entendre qu'il n'y a pas de juriste au Conseil. Je veux dire que ça m'a tout de même paru un petit peu excessif. On a souvent tendance à opposer... Oui. Quand vous dites ça, c'est qu'au fond, vous me dites, bon, évidemment que vous êtes juriste de par vos fonctions. Je dirais que si les membres du Conseil constitutionnel ne le sont peut-être pas par la formation initiale, ils le sont au moins par la formation continue, enfin, compte tenu de leur carrière. Pas seulement. Pas seulement, oui. Pas seulement. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une façon de dire qu'il ne faut pas être que juriste pour être membre du Conseil constitutionnel? Bien sûr, mais ça, je pense que ça n'est pas quelque chose qui est critiquable, mais au contraire éminemment souhaitable. C'est-à-dire que je pense qu'il ne serait pas du tout heureux qu'il n'y ait que des juristes, j'ai presque envie de dire des juristes en chambre, qui siègent au Conseil constitutionnel. Il n'est pas mauvais non plus qu'il y ait des personnalités qui aient un peu une connaissance de ce qu'est le fonctionnement de l'État et qui puissent apprécier l'équilibre qu'il faut respecter entre des exigences constitutionnelles contradictoires. Un des domaines dans lequel on a le plus souvent à statuer, c'est pour voir s'il y a une conciliation équilibrée entre, d'un côté, la défense des libertés individuelles et de l'autre,
la nécessité de protection de l'ordre public. Ça me semble exiger d'avoir des gens qui connaissent pas seulement le droit, mais aussi un petit peu la réalité. Alors, ce qui, malgré tout, me conduit à vous poser ce qui sera probablement la dernière question, peut-être quelques sous-questions. Bon, vous savez qu'évidemment, on reproche au Conseil constitutionnel d'être une forme de gouvernement des juges. Alors, vous avez déjà répondu à cette critique en disant « mais nous jugeons en droit et pas en opportunité ». Et en même temps, vous nous dites, à la fin, il ne faut pas être que juriste pour être un bon membre du Conseil constitutionnel, en évoquant un problème d'articulation entre les différents principes. D'où ma question. Les textes que vous appliquez sont malgré tout des textes au contour relativement imprécis. Bon, quand on parle de la liberté, de l'égalité, qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce que le seul fait d'interpréter ces principes, de leur donner corps, ne nécessite pas, ne caractérise pas un pouvoir créateur et n'est pas implicitement porteur d'une initiative politique? Alors, qu'il y ait un pouvoir créateur, c'est peut-être excessif, mais d'interprétation, c'est une évidence. Mais pour autant, ça n'est pas nécessairement politique. D'abord parce qu'en réalité, on ne part pas de rien. Et on ne part certainement plus de rien aujourd'hui, où on a maintenant une jurisprudence très abondante, dont on tient compte. J'ai parfois entendu critiquer le fait que le Conseil constitutionnel respectait tout le temps cette jurisprudence, ce qui n'est d'ailleurs pas forcément vrai, il peut l'infléchir, mais c'est heureux. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un socle maintenant bien défini de principes constitutionnels tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel. Quand il l'a fait aussi, il s'est également inspiré, même s'il ne l'écrit pas dans ses décisions, contrairement à ce que font par exemple les cours européennes. Mais il s'inspire aussi de ce qui se fait dans d'autres pays et de ce qui se fait au niveau européen. C'est d'ailleurs d'autant plus nécessaire au niveau européen que, le cas échéant, nous pouvons être en concurrence. C'est-à-dire que si nous validons, nous, certaines lois, elles peuvent être ensuite contestées, soit devant la Cour de justice de l'Union européenne, soit devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc nous tenons compte de tout cela. Nous ne sommes pas partis de rien. Il y a d'ailleurs le dialogue des juges fonctionne. Évidemment, évidemment. Nous ne mettons pas dans notre décision, mais dans les notes du secrétariat général dont on a déjà parlé, il y a bien sûr, lorsque c'est pertinent, une référence à ce qui se fait en Europe et ce qui se fait dans les pays de droit comparable. S'il y a pouvoir créateur, on peut dire qu'il s'exerce entre des juges. Bien sûr, bien sûr. Sans contact avec le politique. Ah oui, c'est pas du tout du même ordre. Il y a toujours un pouvoir d'appréciation. C'est évidemment obligatoire. Sinon, la justice pourrait être rendue par algorithme. Espérons que non. Il nous reste à vous remercier, Madame Duquesne, pour cette interview. Vous nous aviez dit lors de votre entretien que pour être administrateur de l'Assemblée nationale, il faut savoir être discret et un peu familièrement, ne pas avoir le nez long. Bien, écoutez, je pense qu'on a senti ce trait de caractère que vous n'avez pas mentionné lors de cet entretien en toute simplicité. Bon, Pérénie, chez moi, nous vous remercions encore une fois. Eh bien, merci à vous. Au revoir et à très bientôt. Au revoir.